Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal. Je suis ravie de vous retrouver en ce samedi 26 juillet. Voici le sommaire. Les épisodes caniculaires sont de plus en plus fréquents. Comment les jardiniers de la Principauté s'adaptent-ils ? Une de nos équipes est partie à la rencontre des professionnels de la roseraie Princesse Grace pour faire le plein de bons conseils. Qui dit saison estivale dit retour des moustiques et désormais, avec le changement climatique, on observe une augmentation de la présence de certaines espèces chez nous, comme le moustique tigre, dont les piqûres peuvent être fatales. Le docteur Altos sera notre invité pour nous aider à s'en protéger. Comme chaque samedi, la chronique US mettra en avant une initiative ou une personnalité outre-Atlantique. Cette semaine, nous braquerons nos projecteurs sur le célèbre designer Sacha Laquique, connu pour ses collaborations avec Venturi ou encore Roche-Beaubois. Mais avant de développer ces titres, quelques mots de sport. En Formule 1, après avoir terminé 4e ce matin de la course sprint du Grand Prix de Belgique, Charles Leclerc a signé cet après-midi le 3e temps des essais qualificatifs. Le Monégasque partira donc en 2e ligne, derrière les indétrônables McLaren de Lando Norris et Oscar Piastri. Départ du Grand Prix demain à 15h. Sport auto toujours, le Rallye Monte-Carlo a levé le voile sur son parcours. La 94e édition, qui aura lieu du 22 au 25 janvier, sillonnera les routes des Alpes du Sud et de la Drôme. Gap reste la ville hôte de cette première manche du championnat du monde des rallyes et accueillera le parc d'assistance. La grosse différence par rapport à l'an dernier, l'arrivée à Monaco s'effectuera le samedi en fin d'après-midi par une super spéciale tracée sur la partie basse du circuit de F1, une première depuis 2008. Le Rallye Monte-Carlo se clôturera le dimanche par 2 chronos dans l'arrière-pays monégasque avec le podium final et la remise des prix. En football, les joueurs de l'AS Monaco poursuivent leur préparation en signant un nouveau succès aujourd'hui face au club de 2e division allemande, l'Arminia Bielefeld, finaliste de la dernière Coupe d'Allemagne. Victoire sans appel, 3-0 grâce à des buts de Biret, Brunner et Akliouche. Pas toujours simple de garder ses plantes en bonne santé l'été, surtout en cas d'épisode de forte chaleur. Frédéric Elion et Alex Avial se sont rendus à la roseraie Princesse Grace pour récolter les bons conseils des jardiniers. Voici leur reportage. L'été est une très belle saison pour les touristes, les locaux, mais aussi pour les végétaux. Un moment de l'année où tout s'accélère avec la chaleur et où il faut donc adapter l'entretien. En Principauté, plus de 100 jardiniers, chefs d'équipe et contremaîtres sont mobilisés sur 7 secteurs. Monaco est partagé en plusieurs quartiers. Donc ici, c'est le quartier de Fontvieille, zone D. Carrefour, ça c'est la zone C. Après, on a Moneghetti, le Larvoto, Monte Carlo, la Pépinière. Donc c'est à Aise, San Randez. Mais bon, c'est à part, mais ça fait toujours partie de la Principauté. Chaque équipe entre 10 et 12 jardiniers. Donc, qui vont gérer des secteurs qui sont bien délimités. Avec les fortes chaleurs, il a aussi fallu adapter la gestion des équipes. Depuis une semaine, l'horaire d'été est en vigueur. Début de journée à 6h du matin jusqu'à 14h30. Autre adaptation nécessaire, l'arrosage bien sûr, où le goutte-à-goutte est privilégié. Un système plus précis et qui permet de réduire la consommation d'eau. Il faut bien gérer l'arrosage. Donc nous, on demande aux équipes de commencer tôt le matin. Pour quelle raison ? Parce que le matin, il y a moins de soleil, donc moins de chaleur. On va éviter énormément l'évapotranspiration. On essaie de réduire le nombre d'arrosages, mais mettre un peu plus d'eau. Pour quelle raison ? Parce que l'eau, on essaie de favoriser l'eau qui pénètre bien en profondeur pour solliciter les plantes à développer les racines. Sur le secteur de la roseraie Princesse Grace et ses 3000 m² de surface plantée, 4 jardiniers se relaient pour s'occuper du site. Si l'hiver est consacré à la taille des oliviers, l'été rime avec rosier. On désherbe les pieds des rosiers en fait. On écarte bien l'herbe tout autour pour que ça soit plus propre esthétiquement. L'été donc avec la chaleur, l'herbe se développe rapidement. Donc c'est assez récurrent comme travail, mais après l'aspect esthétique est beaucoup plus joli. Une petite astuce pour finir, pour l'entretien de vos plantes, en complément de l'arrosage, pratiquez le paillage avec des écorces de pin, de châtaignier ou juste de la paille. Cela réduit l'évapotranspiration et garde donc l'humidité dans les racines.
Et les jardins sont souvent des nids à moustiques. Si ces petits insectes sont incommodants, ils peuvent surtout être très dangereux. Vecteurs de maladies comme la dengue, il est important de prendre toutes les précautions. Pour en parler, Thomas Altos, médecin de santé publique à la direction de l'action sanitaire. Bonsoir docteur. Bonsoir. Pourquoi les moustiques représentent-ils un enjeu de santé publique aujourd'hui, notamment en France et en Europe? Les chiffres sont en augmentation? Pendant très longtemps, les moustiques ont été perçus comme une nuisance. Et il est très important que la population comprenne que le message n'est pas tant lié à la nuisance des moustiques qu'à la capacité des moustiques à être un vecteur de maladie. Ça veut dire qu'il faut considérer les moustiques finalement comme un vecteur qui transmet des maladies d'un individu à l'autre. Et il est très important que les mentalités changent et que l'on puisse comprendre, notamment en Europe, dans des pays comme le nôtre, à Monaco, où finalement les moustiques sont en train de devenir un vecteur de dissémination de maladies qui étaient autrefois limitées à des pays tropicaux. Et quelles sont justement les principales maladies transmises par les moustiques et quels sont les moustiques les plus concernés? On entend beaucoup parler du moustique tigre par exemple. Le premier moustique tigre a été détecté à Menton en 2004 et en une vingtaine d'années, il est devenu le moustique majoritaire sur l'ensemble du continent européen. C'est vous dire que sa propagation a été fulgurante et nous sommes actuellement sur une espèce qui s'est parfaitement adaptée à nos régions et qui devient et est l'espèce dominante actuellement. Et quelles sont les maladies qu'il transmet? Malheureusement, les maladies qu'il transmet sont des maladies pour lesquelles il n'existe pas de traitement. On parle des virus les plus fréquents, qui sont les virus de la dengue, les virus du Zika, du West Nile, mais également d'un virus dont on a entendu parler très récemment, malheureusement, qui est le virus du chikungunya. Pour rappel, il y a eu environ 33 000 cas à La Réunion depuis le début de l'année. Et finalement, de nombreux cas ont été importés dans nos régions et se sont même développés de manière autonome dans nos contrées. S'il n'y a pas de traitement, qu'est-ce qu'on peut faire alors si on est piqué et infecté? Une fois que vous êtes piqué par le moustique et contaminé, la seule chose à faire, c'est de consulter un médecin, notamment lorsque les symptômes deviennent sévères et graves. Et l'action est plutôt préventive. Et c'est tout l'enjeu. Faire comprendre à la population que les mesures préventives sont importantes. Mais vous savez, si l'on n'explique pas suffisamment clairement les risques encourus, les mesures préventives sont difficiles à accepter. Et donc c'est notre rôle de faire comprendre les risques potentiels encourus. Et quelles sont les stratégies de lutte actuellement utilisées par les autorités pour contrôler les populations de moustiques? Il existe plusieurs outils. Je citerai dans le désordre la lutte mécanique qui consiste à s'assurer qu'aucune eau stagnante sur la voie publique n'est présente. La lutte chimique qui consiste à dispenser des larvicides, c'est-à-dire des composés chimiques qui détruisent les larves de moustiques. Mais finalement, on sait que 80% des larves de moustiques sont chez des particuliers. Cela signifie que c'est par un changement de comportement de la population, notamment en étant très vigilant sur les eaux stagnantes à domicile. Toute coupelle sur des terrasses et des balcons représente des gîtes pour les larves et donc un facteur extrêmement significatif de la propagation des moustiques. Donc éviter l'eau stagnante, c'est la principale action que chacun peut faire chez soi. Il y en a d'autres? L'utilisation de répulsifs, le port de vêtements longs. Il existe d'autres moyens comme la communication. Nous faisons énormément d'interventions auprès des syndics d'immeubles pour informer chacun des résidents des gestes barrières à adopter pour éviter les piqûres de moustiques. Et là encore, j'insiste, derrière la nuisance simple des moustiques, il y a surtout la protection contre des maladies qui pourraient être transmises par ces moustiques. Où en sommes-nous aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un risque réel d'épidémie de dengue, par exemple? Vous la citiez tout à l'heure. Le risque épidémique n'a jamais été aussi élevé, en particulier dans le sud-est de la France. Les chiffres sont là, les données sont présentes. Des virus autrefois présents dans des zones tropicales sont présents et sont capables d'être transmis sans même être importés dans nos régions. Et c'est la raison pour laquelle nous mettons en place autant d'interventions. Je souhaiterais citer également
une intervention de surveillance, de sentinelle, qui est mise en place en principauté en lien avec de nombreux acteurs de la principauté. Je pense à la direction de l'environnement, je pense à la direction des services numériques, je pense évidemment à la direction de l'action sanitaire à laquelle j'appartiens, où nous mettons en place réellement des moyens de surveillance chaque semaine sur la population de moustiques afin de nous assurer qu'ils ne sont pas porteurs de virus. Nous surveillons également les eaux usées. Et cette surveillance environnementale avec des tableaux de mort numériques qui nous permettent en temps réel de suivre la situation constitue un des outils qui enrichissent notre arsenal de prévention et de lutte contre les moustiques et les maladies dont ils sont porteurs. Voilà ce qui peut peut-être nous rassurer, mais restons vigilants. Merci beaucoup, Dr Altos, pour avoir partagé votre expertise sur notre antenne et pour toutes vos recommandations. Un grand merci à vous. Ce samedi a été marqué également par ses décorations au titre de chevalier et officier de l'ordre de Lafayette, remises à des personnalités favorisant les relations entre Monaco, la France et les États-Unis d'Amérique. L'ordre de Lafayette, c'est cette association créée en 1999 qui porte le nom du célèbre marquis français connu pour son implication dans la guerre d'indépendance américaine. Je vous propose d'écouter son président Thierry Chevalier qui est revenu sur le rôle de l'organisation au micro de Théo Schumer. L'ordre de Lafayette, c'est d'abord l'histoire, effectivement, de la guerre d'indépendance américaine. Au lendemain de la guerre d'indépendance américaine, le roi Louis XVI a chargé le marquis de Lafayette de créer une médaille pour récompenser à la fois les diplomates et les militaires, tant français qu'américains, enfin les révolutionnaires américains, pour, disons, cette victoire et pour marquer, disons, une fraternité entre nos deux nations. Puis, dans le temps, se sont construits l'ordre de Lafayette. Ce sont des organisations qui ont pour but de travailler également dans le cadre, effectivement, des droits de l'homme, mais également dans le cadre des relations avec les États-Unis, maintenir les relations avec les États-Unis, et en l'occurrence, en ce qui nous concerne à Monaco, donc la France, la principauté de Monaco, puisque notre destin est commun, et bien sûr avec les États-Unis, et on sait que les États-Unis ont beaucoup marqué la principauté de Monaco, et notamment nous avons deux grands chapitres historiques, le premier avec le prince Albert Ier, et le deuxième avec la princesse Grace de Monaco. Il est maintenant l'heure de passer à la chronique US. Cette semaine, notre correspondante aux États-Unis nous emmène à Los Angeles, où elle a pu s'entretenir avec un homme qui a forgé sa signature dans le design, connu pour ses créations de style futuriste et ses formes dynamiques qui se retrouvent dans les voitures Venturi et dans les collections pour Roche-Beaubois. On lui doit notamment l'iconique canapé Bubble. Alexandra Pani, bonsoir, il s'agit de Sacha Lakik. Oui, bonsoir à vous. Vous l'avez dit cette semaine dans la chronique USA. On s'intéresse au métier de designer avec Sacha Lakik. Il est le coup de crayon derrière la Venturi Fétiche, la première voiture de sport électrique, ou encore le fameux canapé Bubble de la marque française Roche-Beaubois. Sacha Lakik se fait connaître à ses débuts pour ses modèles de moto. Il nous parle de sa passion pour son métier, sa fidélité dans ses collaborations et sa vision du monde du design. Sacha, merci de nous recevoir. Là, on a Astrolabe à Los Angeles. Mais on va parler de ton métier, designer. Ça fait combien d'années déjà maintenant que tu travailles avec Gildo à Lancaster pour Venturi et toutes ces fabuleuses histoires? Ça va faire bientôt 25 ans. 25 ans, puisqu'on a démarré notre collaboration lorsque Gildo a repris la marque Venturi. Et donc ça s'est passé en 2000. Donc 2001, on a dessiné ensemble le premier véhicule. Et ensuite, on a fait à la suite énormément de projets très intéressants qui étaient à la fois des concept cars, des véhicules un peu ludiques qui préfiguraient un peu notre vision de l'automobile de sport française. On est passé à l'électrique, on a fait des véhicules expérimentaux comme Astrolabe, Eclectic, Antarctica, qui étaient destinés à évoluer dans des conditions extrêmes en Antarctique. Voilà, donc c'est vraiment un travail extrêmement passionnant, prenant, avec les ingénieurs de Venturi, avec Gildo et ses visions, parce qu'il a beaucoup de visions. Donc pouvoir suivre. Justement, comment est-ce que toi tu définirais le rôle d'un designer? Voilà, quel est le métier de designer en fait? Alors,
c'est sujet à l'interprétation. Donc chaque designer a un peu sa signature, sa vision de la chose. Moi, ma vision du design, c'est d'appliquer vraiment dans les strictes règles de l'art l'idée que la forme suive la fonction. Donc j'aime bien cette idée de ne pas faire des choses de manière gratuite. Et en fait, le travail est assez différent entre le fait de dessiner une automobile classique, je dirais comme une fétiche ou même une astrolabe qui était un véhicule un peu conceptuel, et un véhicule lunaire, parce que c'est un peu comme si je devais faire un parallèle, c'est un peu comme si je devais dessiner d'un côté une tenue de soirée et de l'autre côté une montre. Donc c'est vraiment, dans les deux cas, il y a un travail créatif, mais ce sont vraiment deux travaux complètement différents et deux approches différentes du design. Et toi, ton processus de création, alors, j'imagine forcément que c'est très variable, mais est-ce qu'il y a des rituels et est-ce qu'il y a vraiment un mode d'emploi, on peut dire, du designer, de comment est-ce qu'il va se mettre corps et âme dans son projet? Moi, mon rituel, c'est d'écouter déjà. C'est de comprendre le projet. Et ensuite, je me laisse porter. Et en général, l'inspiration vient d'elle-même. Donc ça, c'est important. C'est-à-dire que si tu ne comprends pas le projet, si tu ne comprends pas l'utilisation, la finalité, tu ne peux pas vraiment t'embarquer dans un processus créatif et l'idée ne va pas venir. Donc il faut vraiment bien le comprendre et ensuite il faut être évidemment, faut avoir envie d'explorer un nouveau territoire. Mais moi c'est ce qui s'était passé lorsque pour la première fois j'avais rencontré François Roche, le fondateur de Roche-Beaubois. Je n'avais absolument jamais dessiné de ma vie des meubles ou des canapés. Mais lui il avait vu mes motos, il avait vu mes vélos en carbone à l'époque. Et il m'avait dit, Sacha, tu devrais essayer de faire des meubles. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, ça a provoqué un déclic chez moi et je me suis embarqué dans le truc, dans l'aventure. Et ça fait pareil, maintenant 20 ans que je travaille avec Roche-Beaubois. Donc mais ça illustre bien, en fait, l'idée du design. C'est-à-dire qu'il faut être curieux. Il faut avoir envie de s'embarquer dans une nouvelle aventure. Il faut avoir envie de se challenger. Il faut avoir envie de découvrir et de travailler la beauté d'un objet dans la difficulté et dans la contrainte. Et sachez qu'une version longue de cet entretien est disponible sur le site internet et la chaîne YouTube de Monaco Info. Une bonne adresse pour se restaurer en amoureux, en famille ou entre amis, Moshi Moshi vient d'ouvrir ses portes au premier étage du marché de la Condamine. Anciennement situé dans le quartier de Fontvieille, le restaurant japonais a déménagé et bénéficie désormais d'un plus grand espace. Alban Gingembre, Alexandra Marangoni et Paul Gougassion. Une nouvelle page s'écrit pour Moshi Moshi, désormais installé sur la place du marché de la Condamine, point central en principauté. Le restaurant possède maintenant un espace plus adapté pour exprimer sa cuisine à mi-chemin entre Japon et Méditerranée. On a un pesto de shiso par exemple, on utilise du parmesan, on utilise des truffes, on fait des carpaccio. Donc le chef est très créatif en essayant de rester traditionnel bien sûr, mais en aussi s'inspirant de notre Méditerranée, si on peut dire. Et on travaille beaucoup avec nos maraîchers du marché, bien sûr. La pêche locale, donc on s'appuie sur ce que la pêche nous offre pour faire certains plats. Donc ça change aussi au quotidien. On a des plats qui sont cuisinés, qui sont cuits, donc ce n'est pas que du poisson cru. Nous avons également des loups de mer ou des poissons comme ça que nous cuisons avec une technique japonaise, mais toujours facile d'accès, même si on ne connaît pas, on peut vraiment découvrir des choses très intéressantes ici. Un nouvel espace, mais toujours la même équipe pour continuer de ravir la clientèle. C'est tamisé, c'est chaleureux. On a une belle salle derrière nous. On peut venir passer des soirées romantiques ou faire des soirées privées. Nous avons Davidé, qui était le directeur, qui est resté le directeur ici, qui était à Fontvieille avec nous, Davidé, depuis des années. Et maintenant, il est ici, donc tout le monde le connaît déjà. C'est fabuleux d'avoir quelqu'un comme ça, comme un ambassadeur. Et puis nous avons Gianluca, qui est notre chef et qui a un talent extraordinaire. Des plats du jour sont à la carte. Moshi Moshi s'est ouvert tous les jours, sauf le samedi midi et le dimanche.
Il faudra donc attendre lundi pour tester. The Dire Straits Experience a enflammé le Sporting hier. Le groupe rendant hommage à Dire Straits peut compter sur le talent de Chris White, le saxophoniste du groupe de rock original créé à Londres en 1977. Extrait. Between the satin bones and a bed, a prehistoric of a truck, but it's teaching himself. Echoes, roars and dinosaurs, many will do in a monster mash. Prochain rendez-vous dans le cadre du Monte Carlo Summer Festival le 2 août. Will Smith sera présent pour une rencontre unique à la Salle des Étoiles. Avant de refermer ce journal, nous souhaitions vous partager les images du Palais Princier illuminé en bleu hier soir, une initiative à l'occasion de la Journée mondiale de prévention de la noyade célébrée le 25 juillet. À ce sujet, vous pouvez retrouver notre reportage et l'interview de Xavier Archimbaud de la Fondation Princesse Charlène, toujours sur le site internet et la chaîne YouTube de Monaco Info. Cette édition touche à sa fin, merci de l'avoir suivi. Pour la refermer, faisons un petit saut dans le passé. Il y a 20 ans, souvenez-vous, en 2005, des vaches avaient envahi la principauté. Plusieurs artistes comme Ben avaient participé à l'exposition en plein air intitulée Monaco avec un W. Les photos sont signées Charlie Gallo. Dans un court instant, les prévisions météo de Marie Bonnet-Blanc. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain 18h30 pour le dernier journal de la semaine. Belle soirée à vous sur Monaco Info. Retrouvez la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver afin de faire le point sur le temps de demain. Le ciel sera dégagé, quelques nuages dans la journée, mais le soleil sera présent avec un thermostat qui affichera 23 degrés le matin et jusqu'à 25 degrés dans l'après-midi. On souhaitera demain une très belle fête à toutes les Nathalie et puis ce sera l'occasion d'avoir aussi une pensée pour toutes les personnes âgées ainsi que les grands-parents en cette journée mondiale qui a été instituée en 2021 par le pape François afin qu'elle soit célébrée chaque année au mois de juillet par les églises universelles. C'était la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels.